Nous assumons des défis considérables. Et c'est là un appel qui est lancé à chacun d'entre nous pour que nous accélérions ces progrès, pour que personne ne soit laissé de côté. Cette organisation que nous avons construite ensemble à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est le témoignage des progrès que nous pouvons accomplir. Et les États-Unis sont déterminés à appuyer cette mission. Nous sommes fiers de rejoindre l'UNESCO. Et nous reconnaissons également que pour relever les défis du jour, les institutions vieilles de plusieurs décennies doivent être adaptées pour maintenir la paix dans le monde. Nous devons avoir plus de leadership, renforcer les capacités qui existent partout, qui doivent être réunies, notamment pour des régions qui étaient exclues, et ceci pour relever les défis plus complexes et plus interconnectés. Nous devons veiller à ce que nous aidions tout le monde partout, pas simplement quelques personnes ici et là. En gros, le XXIe siècle, est un siècle dans lequel nous avons pour devoir d'avancer ensemble. Et cela commence ici, aux Nations Unies, dans cette même salle. L'an dernier, j'ai indiqué que les États-Unis étaient favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité, en augmentant le nombre de membres permanents et non permanents. Nous avons entamé des consultations sérieuses avec plusieurs États membres et nous continuerons de jouer notre rôle pour promouvoir la réforme, pour trouver un terrain d'entente, pour progresser dans les années à venir. Nous devons pouvoir sortir de l'impasse, une impasse qui trop souvent hypothèque le processus et bloque tout consensus au Conseil. Nous avons besoin d'écouter davantage de voix, davantage de perspectives à la table des négociations. Les Nations Unies doivent continuer de préserver la paix, de prévenir les conflits et d'apaiser les souffrances humaines. Et nous sommes heureux de voir que des nations sont prêtes à faire de nouvelles percées, à avoir un rôle moteur différemment. Par exemple, en Haïti, la communauté des Caraïbes a facilité le dialogue au sein de la communauté et de la société haïtienne. Je remercie le président du Kenya qui a été prêt à jouer un rôle moteur dans le cadre de la mission. Le Conseil de sécurité devrait autoriser une mission dès maintenant. Les Haïtiens ne peuvent plus attendre. Nous sommes, de façon générale, aux États-Unis, prêts à faire en sorte que les institutions soient plus efficaces, plus inclusives, répondant davantage aux défis. Par exemple, nous prenons des mesures pour renforcer la Banque mondiale, pour élargir son financement à des pays à revenus faibles ou intermédiaires, afin de promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable et afin de mieux relever les défis interconnectés tels que la fragilité et les changements climatiques. Avec une nouvelle présidence à la Banque mondiale, les changements avancent déjà. Le mois dernier, j'ai demandé au Congrès américain de débloquer davantage de fonds pour avoir un financement de 25 milliards de dollars. Et avec le G20, il s'agit aussi de mobiliser davantage de financement collectivement pour donner une véritable impulsion à ce financement de la Banque mondiale. Nous avons là parmi les meilleurs outils qui soient pour mobiliser des investissements transparents d'excellente qualité dans les pays en développement. Et donc, réformer les institutions peut vraiment changer la donne dans cet état d'esprit. De la même façon, nous proposons de faire en sorte que les pays en développement aient vraiment leur mot à dire dans la représentation du FMI. Nous allons continuer d'essayer de réformer l'Organisation mondiale du commerce pour préserver la transparence, la concurrence, l'état de droit, l'ouverture. Et dans le même temps, il s'agit aussi de pouvoir tenir compte des impératifs contemporains, une transition énergétique propre, la protection des travailleurs, une croissance durable. Ce mois-ci, nous avons renforcé le G20, qui est une enceinte vitale, en accueillant l'Union africaine comme membre permanent. Nous renforçons, nous améliorons nos institutions. C'est ce que nous devons faire. Nous devons également forger de nouveaux partenariats, nous attaquer à de nouveaux défis.
Les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle offrent un potentiel colossal, mais constituent aussi un péril colossal. Nous devons être absolument certains qu'elles soient utilisées pour saisir des occasions et non pas comme armes d'oppression. Aujourd'hui, les États-Unis s'attachent de par le monde à renforcer des règles pour que l'intelligence artificielle et les technologies correspondantes soient sûres avant d'être offertes au public. Il faut que nous régissions ces technologies, il ne faut pas qu'elles nous régissent, nous gouvernent. Et je suis déterminée à coopérer avec cette organisation et d'autres organisations internationales et directement avec des dirigeants de par le monde, y compris avec nos concurrents, pour exploiter véritablement le pouvoir de l'intelligence artificielle pour le bien, pour protéger nos citoyens face à des risques marqués. Il faudra que nous agissions tous. Et il va falloir que nous nous attelions tous à cette tâche pour bien faire les choses. Dans chaque région du monde, les États-Unis mobilisent des alliances solides, des partenariats. Nous menons une action collective pour proposer de nouvelles solutions à nos défis communs. Dans l'hémisphère occidental, par exemple, nous avons réuni 21 nations pour appuyer la déclaration de Los Angeles sur la protection des migrations. Nous avons ainsi lancé une solution régionale pour régler des défis régionaux, pour mieux faire appliquer les lois et pour mieux protéger les droits des migrants. Dans l'Indo-Pacifique, avec notre partenariat, le Quad, l'Inde, l'Australie, le Japon, nous essayons de progresser concrètement pour les habitants de la région. Cela va de la sécurité maritime au vaccin. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu 2 consultations et des efforts diplomatiques et ainsi nous avons réuni des dizaines de pays pour nouer un nouveau partenariat en matière de coopération afin que les pays de la côte atlantique puissent mieux coopérer en matière de sciences et de technologies, de protection de l'environnement et du développement économique durable. Nous avons ainsi réuni plus de 100 pays, une coalition internationale également contre le fentanyl et les drogues synthétiques pour réduire le coût humain réel de ces stupéfiants. Et alors que certains éléments et certains dangers franchissent les frontières, nous faisons tout pour protéger notre population grâce à différents réseaux. Nous avons également organisé le sommet pour la démocratie pour renforcer les institutions démocratiques, extirper la corruption, la violence. Et nous voyons que des gouvernements démocratiquement élus ont été destitués, renversés dans différents pays d'Afrique ailleurs. Or, la démocratie est importante aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes aux côtés de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales qui appuient le droit constitutionnel. Nous n'allons pas battre en retraite face à nos valeurs. Nous défendrons la démocratie, notre meilleur outil pour relever les défis auxquels nous faisons face de par le monde. Mais pour montrer comment notre démocratie peut aider, il faut qu'elle soit utile pour le quotidien de chacun. Nous investissons, par exemple, dans les infrastructures, dans les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire, notamment en Asie du Sud-Ouest et en Afrique. Il y a là un potentiel considérable et nous pouvons mobiliser le secteur privé à un financement colossal. Nous sommes prêts à partager avec les partis pour mobiliser 600 milliards de dollars avec nos partenaires du G7. Nous mobilisons déjà des milliards et nous essayons de lancer une course pour aller au sommet. Nous investissons également dans les DPI et nous aidons les pays à ne pas tomber dans un surendettement. Nous essayons d'optimiser l'impact de notre investissement collectif pour avoir des résultats conséquents dans de nombreux pays et dans de nombreux secteurs.
par exemple en Afrique, dans le port de l'Angola jusqu'à la RDC, sans oublier la Zambie. Nous renforçons la connectivité, nous renforçons les échanges commerciaux et la sécurité alimentaire en Afrique. De la même façon, nous lançons des efforts remarquables avec le G20 pour connecter l'Inde à l'Europe en passant par la Jordanie, Israël, les Émirats arabes unis. Nous allons renforcer les possibilités d'investissement entre les deux continents. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour créer un Moyen-Orient plus durable, plus solide. Et cela montre bien comme la normalisation et les contacts économiques d'Israël avec ses voisins a toute son importance, alors même que nous essayons de promouvoir une paix juste et durable entre les Israéliens et les Palestiniens avec deux États pour deux peuples. Que les choses soient claires. Aucun de ces partenariats ne vise à repousser tel ou tel pays. Il s'agit plutôt de notre vision stratégique pour un avenir commun. S'agissant de la Chine, que les choses soient claires, nous ne changeons pas de position, nous cherchons à gérer de façon responsable la concurrence entre nos pays pour ne pas tomber dans le conflit. Je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas dans la politique de la dissociation, mais dans la politique de la diminution des risques. Nous insistons sur la liberté de navigation, la liberté aérienne. Il faut travailler sur pied d'égalité sur le plan économique, mais nous sommes également prêts à travailler avec la Chine dans le cadre de notre effort commun sur différentes questions, comme nous l'avons déjà fait. Et c'est surtout crucial pour lutter contre l'accélération de la crise climatique. Nous la voyons partout, avec des canicules records aux États-Unis, en Chine, des feux de forêts qui ravagent l'Amérique et l'Europe, une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique, des inondations catastrophiques et tragiques en Libye. Et j'ai en mémoire ces Libyens, toutes mes condoléances, des milliers de personnes ont ainsi péri. Nous avons là des instantanés qui nous montrent ce qui nous attend si nous n'arrivons pas à réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Mon gouvernement et les États-Unis se sont attaqués à cette question dès mon entrée en fonction. Et nous le faisons tous les jours. Pour les États-Unis et pour le monde entier, j'ai signé une loi historique pour lutter contre la crise climatique, pour conduire le monde vers un avenir non polluant. Il s'agit aussi de mobiliser un financement climatique. Il faut aider les pays à atteindre les objectifs climatiques, à s'adapter à l'impact du changement climatique. Et aujourd'hui, le monde est en passe d'honorer les promesses de l'accord de Paris, 100 milliards de dollars pour le fonds, pour le climat, mais nous avons besoin de davantage d'investissements pour aider les pays, notamment pour les pays qui sont les moins émetteurs de CO2, mais qui souffrent le plus, comme par exemple les îles du Pacifique. Les États-Unis coopèrent avec le Forum des îles du Pacifique pour renforcer la résilience, l'adaptation à l'impact climatique, tout en essayant de nouer de nouveaux partenariats pour relever les défis de tous bords. Nous avons une coalition qui a permis de mobiliser des millions de communautés et de souscrire des milliers d'engagements. Il s'agit aussi de créer un marché non polluant dans différents domaines, les transports, le ciment, etc. Il s'agit aussi de lutter pour le climat en aidant les agriculteurs à trouver des solutions pour que nos denrées alimentaires soient plus résistantes face aux chocs climatiques. Plus de 150 pays ont noué de nouveaux accords contre le méthane et pour réduire également les CO2. Nous sommes engagés à réduire de 30% le CO2. Nous devons être à la hauteur de nos ambitions alors que nous essayons d'atteindre les ODD d'ici à 2030. Cet objectif a été adopté en 2015 aux Nations Unies. C'est une feuille de route pour améliorer la vie de par le monde. La triste vérité, c'est que
Malgré une décennie de progrès, le monde a perdu du terrain ces dernières années compte tenu de la Covid, des conflits et des différentes crises. Les États-Unis sont déterminés à jouer leur rôle pour remettre le train sur les rails. Le gouvernement des États-Unis a consacré plus de 100 milliards de dollars pour promouvoir le développement, la sécurité alimentaire, pour élargir l'accès à l'éducation de par le monde, renforcer le système de santé et lutter contre les maladies. Nous avons contribué à mobiliser des millions de dollars supplémentaires dans le secteur privé. Nous allons accélérer ces progrès pour atteindre les ODD. Mais pour ce faire, nous devons tous en faire davantage. Nous devons forger de nouveaux partenariats, changer la façon dont nous relevons ce défi. Nous devons débloquer des billions et des billions de dollars supplémentaires pour le développement de différentes sources. Nous devons combler les fossés, régler les problèmes de notre système mis à jour par la pandémie. Nous devons veiller à ce que les femmes et les filles tirent pleinement profit de nos progrès. Nous devons également nous attaquer à ce qui fait reculer autant de pays. Lorsque des pays doivent plutôt payer le service de la dette plutôt qu'investir dans leur propre population, il y a un véritable problème. Et nous devons coopérer ensemble pour faire face aux chocs et ce faisant, les États-Unis resteront le principal donateur d'assistance humanitaire. À ce stade, les besoins sont inédits dans le monde. Chers amis, la coopération, les partenariats, voilà les clés du progrès pour relever les défis auxquels nous sommes tous en but. C'est là ce que nous devons faire en tant que leaders responsables. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout pour avancer sur des questions telles que la maîtrise des armements, pierre angulaire de la sécurité internationale. Après plus de 50 années de progrès dans le cadre du traité de non-prolifération, la Russie a réduit en miettes sa position et s'est retirée de différents accords pour les forces conventionnelles, ce qui fait que le monde entier est devenu moins sûr. Mais les États-Unis continueront de travailler en toute bonne foi pour contrer la menace des armes de destruction massive. Et nous montrerons l'exemple. C'est ainsi que nous dirigerons quoi qu'il arrive ailleurs. Cette année, nous avons détruit les derniers stocks chimiques pour que le monde soit exempt d'armes chimiques. Et nous condamnons les violations constantes par la RPDC des violations du Conseil de sécurité. Nous sommes attachés à la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous coopérons avec nos partenaires pour assurer la stabilisation et nous restons résolus quant au fait que l'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous croyons à nos institutions, nous forgeons de nouveaux partenariats, mais soyons clairs, certains principes du système international sont sacro-saints. La souveraineté, l'intégrité territoriale, les droits humains. Voilà les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le pilier des relations pacifiques entre les nations, sans lequel il est impossible d'atteindre nos objectifs. Tout cela n'a pas changé, tout cela ne doit pas changer. Néanmoins, pour la deuxième année de suite, cette noble enceinte consacrée à la paix et la sécurité est obscurcie par l'ombre de la guerre. Une guerre de conquête illégale, une guerre de provocation de la Russie contre son voisin, l'Ukraine. Comme toute nation du monde, les États-Unis veulent que cette guerre cesse. Aucune nation, plus que l'Ukraine, ne souhaite que cette guerre cesse et nous appuyons l'Ukraine à parvenir à un règlement pacifique pour avoir une paix juste et durable. La Russie est la seule à assumer les responsabilités de cette guerre. La Russie est la seule à pouvoir faire cesser cette guerre immédiatement et la Russie est la seule à faire obstacle à la paix. Car pour la Russie, le prix de la paix, c'est la capitulation de l'Ukraine, c'est le territoire de l'Ukraine, ce sont les enfants de l'Ukraine. La Russie croit que le monde va se lasser et la Russie pense pouvoir brutaliser l'Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose une question. Si nous abandonnons les principes fondamentaux, est-ce qu'un membre dans cet organe
peut estimer être protégée si nous laissons l'Ukraine être découpée et dépecée en morceaux? Est-ce que la sécurité d'un pays est sûre? J'imagine que la réponse pour chacun d'entre vous est non. Nous devons nous opposer à cette agression aujourd'hui pour dissuader toute agression demain. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, aux côtés de leurs alliés et partenaires de par le monde, continueront d'être solidaires des Ukrainiens courageux qui défendent leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur liberté. Ce n'est pas simplement un investissement dans l'avenir de l'Ukraine, c'est un investissement dans l'avenir de chaque pays pour avoir un monde régi par des règles de base applicables à toutes les nations. Il faut faire respecter le droit de toute nation, qu'elle soit grande ou petite. La souveraineté, l'intégrité territoriale. Voilà les fondations mêmes de cette noble organisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme et l'étoile qui nous guide, on ne saurait la sacrifier. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a 75 ans, a incarné un espoir collectif. Elle a été acceptée par l'ensemble de l'Assemblée générale. Les droits de cette déclaration sont élémentaires. Ce sont des droits qui s'inscrivent dans la durée. Et alors que nous cherchons encore à assurer les droits égaux et inaliénables de tous, il reste toujours d'actualité. Nous ne pouvons pas détourner le regard face aux abus, que ce soit au Darfour ou ailleurs, à Téhéran ou ailleurs. Nous devons toujours veiller à ce que les femmes et les filles aient des droits égaux et participent sur pied d'égalité dans toute société. Il faut que tous les groupes, les minorités religieuses, ethniques, les personnes handicapées et autres, il faut que toutes ces personnes ne fassent pas l'objet de discrimination. Les LGBTQI plus ne doivent pas être pris pour cible par la violence compte tenu de leur identité. Ces droits font partie de notre humanité commune. Lorsque ces droits sont absents quelque part, leur perte se fait ressentir partout. Ces droits sont essentiels pour faire avancer les progrès humains. C'est ce qui nous unit. Mesdames et messieurs, chefs d'État et de gouvernement, je voudrais terminer en ces mots. Nous sommes à la croisée des chemins de l'histoire et nous allons être jugés selon la façon dont nous honorons les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes, que nous faisons face aux autres, face aux plus vulnérables. Est-ce que nous allons trouver en nous-mêmes le courage de faire ce qui doit être fait pour préserver la planète, pour protéger la dignité humaine, pour donner à chacun partout l'occasion d'agir, pour défendre les principes des Nations Unies? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Nous devons le faire et nous le ferons. La route qui nous attend est longue et difficile, mais si nous persévérons, si nous gardons foi en nous-mêmes, nous montrerons ce qu'il est possible de faire. Faisons ce travail ensemble. Faisons en sorte que tout le monde profite des progrès. Infléchissons l'arc de l'histoire dans l'intérêt du monde entier. Nous avons le pouvoir de le faire. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish... Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président des Nations unies d'Amérique de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. May I request